Le Petit Prince est lui aussi de retour. Véritable phénomène d'édition, le conte de Saint-Exupéry s'est vendu à plus de 200 millions d'exemplaires et a fait l'objet de presque 500 traductions partout dans le monde, ce qui fait de lui le deuxième ouvrage le plus traduit après la Bible. Alors pour la première fois, le manuscrit original est présenté à Paris dans l'exposition que lui consacre le Musée des Arts Décoratifs et qui commence cette semaine à la rencontre du Petit Prince. C'est le titre de cette exposition et du catalogue qui l'accompagne. On vous en parle dans la première partie de la Grande Table aujourd'hui. France Culture, la Grande Table, Olivia Gesbert. Une œuvre simple mais mystérieuse, prévient l'édition de la Pléiade, chef-d'œuvre intemporel et universel de la littérature. Saint-Exupéry l'a écrit et publié aux États-Unis en 1943 pour la première fois, paru en France en 1946, 2 ans après la mort de son auteur. On vous parle aujourd'hui de ce retour du Petit Prince avec nos invités. Anne Monnier-Van Riebe, tout d'abord, conservatrice au Musée des Arts Décoratifs, co-commissaire de cette exposition qui s'ouvre cette semaine, le 17 février, à la rencontre du Petit Prince. Bonjour Anne Monnier-Van Riebe. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Charles Dantzig est également ici, écrivain, éditeur, producteur de l'émission Personnages en personne sur France Culture tous les dimanches à 16h30. Et bien sûr, il a consacré à ce sacré personnage qu'est le Petit Prince une émission que vous pouvez réécouter. Bonjour Charles Dantzig. Bonjour Olivia. Bonjour et bonjour à Mathieu Sapin, notre troisième invité, auteur de bande dessinée, très conducteur de La Disparition, le film de Jean-Pierre Pozzi en salle depuis mercredi, où il tente, Mathieu Sapin, de comprendre où est la gauche. Il part à la rencontre de différents intervenants pour comprendre ce qui s'est passé et si la gauche a un avenir. Sacrée question. Mathieu Sapin, bonjour. Bonjour. Vous vous intéressez de près depuis longtemps à la politique dans vos bandes dessinées, mais aussi à travers les chroniques que vous réalisez en ce moment de la campagne présidentielle avec votre complice camarade Johan Sfar sur le site de Libération. On peut vous voir, on peut vous lire. Bonjour à tous les trois et merci d'être là pour nous conter votre Petit Prince à vous. Le manuscrit, on le disait, Anne Monnier-Van Riebe est de retour à Paris, présenté pour la première fois au public français, prêté par la Morgan Library de New York, où il est habituellement conservé. Pourquoi est-ce, à ce point-là, un événement ? C'est particulièrement émouvant pour nous de pouvoir montrer ce manuscrit qui n'est jamais sorti des États-Unis, qui a été montré à la Morgan Library, mais qui est quasiment inédit. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est de pouvoir évoquer cette histoire new-yorkaise du Petit Prince qu'on ne connaît pas du tout. Quand on lit Le Petit Prince à l'école, quand on le lit enfant, on n'a pas du tout en tête ce contexte d'écriture. Donc Saint-Exupéry écrit Le Petit Prince à New York. Il a quitté la France en décembre 1940 pour encourager le gouvernement américain à entrer en guerre contre l'Allemagne. Et c'est dans ce contexte où il essaye d'avoir un rôle politique sans véritablement y arriver qu'il va écrire Le Petit Prince. Et ça permet de poser beaucoup de questions sur la véritable nature du livre, le fait que quelqu'un d'aussi important que Saint-Exupéry se mette à écrire un livre pour enfants à cette période donnée. Voilà, et bien longue absence donc pour ce manuscrit qui n'a pas été présenté jusqu'ici en France. Si vous voyagez un jour en Afrique dans le désert, si alors un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a des cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qui il est. Alors soyez gentil, ne me laissez pas tellement triste, écrivez-moi qu'il est revenu. Ce sont les derniers mots du livre, les derniers mots du Petit Prince qui s'achèvent sur l'espoir d'un retour. Vous avez écrit, Anne Monnier-Van Riebe, à Saint-Exupéry pour lui dire que le manuscrit était là, qu'il était de retour dans ce pays, dans son pays. Écoutez, pas besoin de lui écrire, je pense qu'il le sait. On est en communion permanente depuis le début de la préparation de cette exposition. Moi, je pense que je lis Le Petit Prince 2 fois par semaine depuis 2 ans. Donc je pense que Saint-Exupéry sait que Le Petit Prince a pu nous revenir. Charles Dantzig, vous l'avez lu et relu ce conte. Quand l'avez-vous rencontré ? Parce qu'on va le voir avec Le Petit Prince, tout est affaire de rencontre. Je l'ai rencontré enfant et je l'ai rencontré adulte dans des circonstances particulières. C'est que Guy Scheller, qui était le fondateur de l'édition de la collection Bouquin, la fameuse collection Bouquin, avait été directeur commercial de Gallimard après la guerre. Et il racontait cette histoire, il était un peu hâbleur, est-elle vraie ou fausse, mais il a raconté à tout le monde, c'est que après la guerre, Gaston Gallimard, son patron, vient le voir et lui dit, les héritiers de Saint-Exupéry ont un manuscrit, ils me demandent beaucoup d'argent, c'est un conte pour enfants, je ne sais pas qu'en faire, donne-moi ton avis, en tant que directeur commercial. Et Guy Scheller, qui était assez cynique, le lit, me dit qu'il trouve ça pas si intéressant, et il a eu une idée, il fréquentait un bordel de la rue de l'Arcade, et il a été porté, selon lui, le manuscrit du Petit Prince
aux prostituées du bordel de la rue de l'Arcade. Il m'a dit, je suis revenu 8 jours après, elles étaient en sanglots. J'ai dit à Gaston Gallimard, faisons-le, on va en vendre 100 000 et on voit le résultat. Je ne sais pas si c'est vrai, mais l'histoire est assez étonnante. Et vous, Mathieu Sapin, dans quelles circonstances vous l'avez rencontré, le Petit Prince? Comme beaucoup de jeunes lecteurs, alors moi je dirais même auditeurs, parce que je pense que la première fois que je l'ai découvert, c'est en écoutant Gérard Philippe dans un livre-disque qui était à la maison. Et oui, je me souviens de l'avoir lu, mais là on parle du texte, mais il y a aussi les dessins. C'est ça que moi je trouve intéressant dans cet ouvrage, c'est ce mélange donc de texte et de dessin, quoi. Et donc l'un ne va pas sans l'autre dans le cas du Petit Prince. C'est vrai, mais d'ailleurs, quand on dit le Petit Prince, on parle des deux, pas spécifiquement du texte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous évoquez ce voyage, son arrivée en France, sa rencontre avec l'éditeur Gallimard. Et le livre, Anne Monnier-Van Rieb, alors c'est une aventure d'édition. On va en parler avec Charles Dantzig, mais le livre n'est pas encore tombé dans le domaine public en France. La France fait partie des quelques rares pays où ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Alors, il y a tout un arsenal de mesures qui protègent les écrivains qui ont écrit pendant la Seconde Guerre mondiale et qui sont aussi morts pour la France. Et avec Saint-Exupéry, on a justement les deux cas de figure, ce qui rajoute énormément d'années à la protection de l'œuvre. Et donc Saint-Exupéry n'est pas tombé dans le domaine public en France. En revanche, il l'est déjà dans beaucoup d'autres pays. Et dans les éditions étrangères que j'ai voulu montrer, on voit le moment en quelque sorte, de libération. Pendant longtemps, les éditions étrangères ressemblent beaucoup à l'édition de Gallimard. Et puis, à un certain moment, quand elle tombe dans le domaine public dans les autres pays, quelque chose se libère et on voit des couvertures qui sont très étonnantes, qui n'ont plus du tout le dessin de Saint-Exupéry en couverture, alors que lui était tellement fier qu'il y ait marqué sur le livre avec les illustrations de l'auteur. Donc ça pose aussi plein de questions sur la façon dont chacun s'approprie en quelque sorte le Petit Prince. C'est-à-dire, il peut être imaginé complètement autrement, autre couleur, autre forme, un Petit Prince en super-héros. Comment est-il représenté ailleurs ? Quand même pas, mais dans certains cas, la couverture n'est plus de la main de Saint-Exupéry. Ça peut être un illustrateur local qui l'a réinterprété avec un trait un petit peu différent. On reconnaît quand même toujours les attributs du Petit Prince, ses cheveux blonds, son écharpe. On peut aussi avoir autour de lui un petit renard, une rose, etc. Mais on peut très bien avoir comme première rencontre avec le Petit Prince dans une librairie en Corée ou au Japon, un dessin qui n'est pas celui de Saint-Ex. Alors Mathieu Sapin, lui, n'a pas attendu le jour où le livre tombera dans le domaine public aussi en France. Il a choisi de le réinterpréter à sa manière pour nous aujourd'hui, avec ce dessin d'un petit prince que vous imaginez en costume vert, écharpe rose au vent, on garde les fondamentaux, cheveux blonds, visage noir. Qu'est-ce qu'il incarne pour vous, ce petit prince ? Quel personnage est-il pour vous ? Ouais, c'est justement ce qui vient d'être évoqué, c'est le caractère complètement universel de ce personnage. Et je me suis... Alors en fait, pour le dessiner, je l'ai dessiné ce matin, pour tout vous dire, j'ai essayé de le dessiner de mémoire. C'est-à-dire que je ne suis pas allé regarder des dessins de Saint-Exupéry. Je me suis dit comment il est, le Petit Prince, donc je l'ai dessiné de mémoire. Et comme vous dites, on voit son espèce de tenue verte, il est sur sa petite planète avec son écharpe et les cheveux d'or. Et puis au moment de mettre la couleur, je me suis dit, après tout, on a le droit de jouer avec les couleurs, et j'ai changé la couleur de son teint. Et donc, en plus, comme c'est un personnage qui, vous l'avez évoqué, a été rencontré dans un désert africain, je me suis dit, après tout, il est peut-être... pas tout rose, quoi. Le voilà donc présenté tel que Mathieu Sapin se l'imagine, universel, ce personnage, dans votre émission. Personnage en personne, Charles Dantzig, vous n'étiez pas si convaincu du caractère ou du tempérament universel du Petit Prince. Vous le trouvez assez français, finalement, et notamment parce qu'il emploie un mot qui vous marque tout spécialement, c'est ce mot ridicule. C'est si français. Le mot ridicule. Le mot ridicule est excessivement français. On le voit chez les plus grands écrivains. Stendhal est pourri du mot ridicule. Voltaire est pourri du mot ridicule. Il y avait eu un film bien connu il y a des années qui s'appelait Ridicule. Et je crois que ça relève un trait bien français, cette idée un peu supérieure du ridicule.
Et ça me fait dire d'ailleurs que le Petit Prince n'est pas exactement un enfant. Un enfant ne dit pas ridicule, il ne trouve pas les choses ridicules. Il les trouve énormes, grotesques si on veut, mais ridicule qui est une notion sociale et un peu condescendante, je ne crois pas. Ce qui n'empêche pas qu'il ait des qualités. Vous parliez d'éditions différentes selon les pays. Vous savez qu'en France, et moi-même d'ailleurs enfant quand j'ai lu Le Petit Prince, je l'ai mal lu car l'édition française était erronée. La cape de l'édition française avait été colorée en bleu, et en réalité, les gens qui iront voir l'exposition s'en rendront compte, elle est verte. Donc, on a eu une fausse idée, tous les petits garçons de France et petites filles ont une fausse idée de la cape du Petit Prince pendant des années à cause de ça. Et son universalité, Olivia, si je peux me permettre, est pour moi due aussi à la singularité. C'est parce qu'il est aussi blond, blanc, prince, c'est-à-dire au fond très minoritaire, qu'il a peut-être plu, et très français, parce qu'il a plu de la même façon que... On n'a pas besoin de la ressemblance pour être universel. De la même façon, un des romans les plus connus à l'étranger, un des romans français, c'est un des plus français qui soit, c'est Les Misérables. Et c'est une petite fille de Paris, c'est Gavroche. Donc on n'a pas besoin de ressembler pour être universel. Et je crois que c'est une des leçons du Petit Prince. C'est un enfant d'ailleurs, hein. C'est un enfant avant tout. Et peut-être que cet universel vient aussi de là, de ce qu'il incarne, de sa manière de parler si singulière, Anne Monnier-Van Rieb. C'est la force de ce personnage, de ce jeune héros d'être apprivoisable par beaucoup. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec Charles Dancing sur le fait que le Petit Prince, c'est pas vraiment un enfant, c'est pas vraiment un adulte, mais il interagit aussi dans le livre avec un personnage qui est lui-même plus vraiment un adulte, plus vraiment un enfant. En fait, le pilote, on voit très bien qu'il le dit à plusieurs reprises, qu'il arrive à se fondre dans le monde des grandes personnes, mais en même temps, il a l'air d'être un petit peu infiltré. Et en fait, tout ce dialogue entre le Petit Prince et le pilote, je trouve que ça montre vraiment les deux facettes de Saint-Exupéry, qui lui aussi est très proche de son enfance, mais en même temps a cette envie d'aventure, d'exploration. Et c'est ça aussi qui fait l'universalité du Petit Prince et son message, c'est les multiples facettes de son auteur, la permanence de l'enfance, de la famille et l'appel de l'aventure, le langage comme écriture et le dessin qui permet de communiquer avec les enfants. Et comme ça, il y a énormément de paradoxes qui se résolvent dans Le Petit Prince et je pense que ça permet à chacun de trouver quelque chose qui va pouvoir créer une relation particulière avec le livre et ses personnages. Multiples facettes, multiples voix. On retourne avec ces extraits sonores dans les multiples vies du Petit Prince. « Bonjour, dit le renard. »« Bonjour, répondit poliment le Petit Prince. »« Qui es-tu » J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement. Jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Les mots du Petit Prince dansaient dans ma mémoire. S'il vous plaît. Tu as donc soif, toi aussi, lui demandai-je. Dessine-moi un mouton. Mais il ne répondit pas à ma question. Il me dit simplement, l'eau peut aussi être bonne pour le cœur. Suis-moi, et si on se lit, suis-moi, en sueur ou en suie, suis-moi, de ci, là, ceci, là. Les étoiles sont belles S'il vous plaît. à cause d'une fleur que l'on ne voit pas. Encore. Mais quand l'heure du départ fut proche. « Ah, dit le renard, je pleurerai. »« C'est ta faute, dit le Petit Prince. Je ne souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. »« Bien sûr, dit le renard. »« Mais tu vas pleurer, dit le Petit Prince. »« Mais bien sûr, dit le renard. »« Alors, tu n'y gagnes rien. »« J'y gagne, dit le renard. À cause de la couleur du blé. » C'est les conneries, ça. C'est les conneries. Dit le renard, petit.
Une histoire qui fait pleurer. Didier Bourdon, en tout cas dans Les Trois Frères. Mathieu Sapin, si vous l'avez reconnu. On a entendu aussi la voix chantée de Camille et celle bien connue de Gérard Philippe, de Jean-Louis Trintignant et de Pierre Freinet pour ces exercices de mise en bouche du Petit Prince. Voilà, ultra marketé, multi-adapté, le Petit Prince. C'est un personnage aujourd'hui qui s'expose au musée des arts décoratifs. On le redécouvre, on le rencontre grâce à vous et cette exposition que vous avez commentée, Anne Monnier-Van Rieb, pour l'occasion. Vous allez raconter aussi un Saint-Exupéry ou nous le montrer tel qu'on le connaît peu. Cette histoire a tellement circulé qu'on oublie aussi tout ce qu'elle contient et tout ce qu'elle regorge. Saint-Exupéry, Mathieu Sapin, il a appris à dessiner avec sa mère, je crois. Et ses dessins originaux accompagnent aujourd'hui le manuscrit. Ils seront présentés lors de l'exposition. Est-ce que c'est un graphisme identifiable pour vous, entre mille, facile à reproduire? Vous dites que vous l'avez fait de tête et c'est vrai que c'est assez précis. Ce qui est étonnant, c'est qu'on voit bien que c'est pas quelqu'un qui dessine, c'est pas son activité principale. Il y a quelque chose d'assez naïf dans son dessin, et puis il y a parfois des erreurs de proportion. C'est pas toujours. C'est très curieux. Il y a ce côté très, comment dire, sincère. Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a tenu. C'était important pour lui. Est-ce qu'il aurait pu faire appel à un dessinateur, par exemple, à un illustrateur, comme ça peut se faire? Mais apparemment, c'est vraiment pour lui important d'avoir cette image et ce texte qui se répondaient et qui fait qu'il est unique. Mais on n'imagine pas tellement qu'il aurait pu dessiner comme ça de nombreux autres contes. C'est pas comme quelqu'un comme Tommy Ungerer, par exemple, qui lui est vraiment un illustrateur. Voilà, beaucoup plus connu pour ça. Il était très fier de ses dessins, Anne Monnier-Van Rieb, qu'il ne percevait pas comme de simples illustrations. Il imagine son récit en dessinant, racontez-vous dans le catalogue de l'exposition. Il écrivait aussi des lettres à la femme qu'il aimait avec des dessins. Le dessin était très présent dans son écriture, dans sa mise en récit de la vie aussi. Alors Saint-Exupéry dessine toute sa vie et je pense qu'il serait un petit peu triste d'entendre Mathieu Sapin mettre le doigt sur ces petites erreurs de proportion, ces petits défauts. En fait, il a, on le verra bien dans l'exposition, il a un dessin qui, dans sa jeunesse, est beaucoup plus réaliste, des tentatives beaucoup plus académiques. Il envoie énormément de lettres, cette fois à sa mère, avec des dessins en lui demandant ce qu'elle pense des dessins. Parfois, il essaye de lui dire quelque chose et puis il embraye sur un dessin et il finit par dire « Zut, je n'ai plus rien à dire et je ne sais pas dessiner, alors je vous quitte ». On voit vraiment cet effort qu'il met dans le dessin. Dans l'exposition, on montre aussi une page du manuscrit qui est magnifique. C'est le Petit Prince qui survole la terre et en fait, elle est complètement froissée. On peut vraiment voir la main de Saint-Exupéry qui l'a froissée pour la jeter à la poubelle et puis qui allait la rechercher puisqu'aujourd'hui, la feuille est vraiment intacte et dépliée, mais on voit tous les plis comme s'il avait été frustré justement de ne pas arriver à dessiner assez bien. Et c'est vrai qu'effectivement, dans Le Petit Prince, il abandonne ses efforts pour aller vers quelque chose de beaucoup plus esquissé, beaucoup moins réaliste. C'est pour ça qu'effectivement, les dessins du Petit Prince, aussi dans la folle masse de dessins de la main de Saint-Exupéry qu'on verra dans l'exposition, ils sont aussi extrêmement particuliers. C'est un conte de Noël, à l'origine, quand on lui commande ce livre, Charles Dantzig, c'est justement parce que des éditeurs voient qu'il a le crayon en permanence à la main, qu'il dessine et qu'on lui propose d'écrire ce conte. Pourquoi lui, l'aviateur, va écrire cette histoire pour enfants en pleine guerre ? Probablement parce que Saint-Exupéry était un écrivain de l'héroïsme. Enfin, les romans habituels de Saint-Exupéry sont des romans de l'héroïsme. Ils sont d'ailleurs pour moi relativement datés. C'est peut-être pas le plus grand écrivain de l'entre-deux-guerres de ce point de vue-là. Et il a voulu montrer une espèce d'héroïsme à rebours peut-être par ce livre-là. Il montre, vous savez, la première phrase du Petit Prince résume tout à mon avis. La première phrase est bien connue, c'est « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. S'il vous plaît, dessine-moi ». Donc déjà par le langage, on montre une inadaptation du personnage et c'est ça qu'a voulu montrer, à mon sens, essentiellement Saint-Exupéry, c'est comment on peut être inadapté dans le monde. Et la deuxième chose, à mon sens, très importante, c'est que, nous parlons d'images depuis tout à l'heure, mais ce que réclame le Petit Prince, ça n'est pas la réalité, c'est des images. Il ne veut pas un mouton, il veut l'image d'un mouton. C'est une personne qui vit dans le monde de l'imagination. Et c'est pour ça, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, entre l'adulte et l'enfant,
pense, enfin moi l'interprétation que j'en fais, c'est que précisément le Petit Prince est entre les deux et c'est un artiste, c'est un inadapté qui s'adapte par l'image. Un peu comme Saint-Exupéry lui-même, hein, et vous le racontez, Anne Monnier-Van Riebe, dans ce catalogue de l'exposition. Il vit à ce moment-là une période de bouleversement, celle de la guerre, qui est faite quand même pour lui d'inaction, puisqu'il est là-bas, exilé aux États-Unis, une période peut-être propre à l'introspection, et il va se raconter à travers ce héros solitaire, ce Petit Prince, lui, l'aviateur exilé loin de son pays. Antoine de Saint-Exupéry qui ne connaîtra pas, hein, le succès de son Petit Prince, puisqu'il meurt peu de temps après. On parle du personnage de l'aviateur comme d'une mise en scène de l'auteur, et c'est vrai que vous allez voir dans cette archive de 1936, écouter la voix d'Antoine de Saint-Exupéry relater son atterrissage forcé en Tripolitaine, qui ressemble, à y regarder de près, à cette fameuse panne dans le désert du Sahara. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, écrit-il dans Le Petit Prince. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton ». Je ne pouvais dès lors poursuivre sur une ligne droite qui risquait fort de me jeter contre les pentes du Sinaï, ni aborder le désert d'Arabie sans correction préalable d'une dérive inconnue subie pendant plus de 4 heures. Devant avoir déjà atteint, même par vent favorable nul, les côtes zéro de la vallée du Nil et de sa suite immédiate, je décidai de me laisser glisser sous les nuages après avoir viré plein nord, de façon à recevoir dans ma fenêtre de gauche les feux des villes que je supposais avoir dépassés. C'est au cours de cette manœuvre, et déjà hors des nuages, à la cote 400 de mon altimètre, à la cote réelle de 300 environ, que j'emboutis le sol. Quoique dégagé du cumulus, je ne vis rien. J'étais cependant occupé, à cet instant-là, à chercher sous moi des lumières, mais une brume basse et légère répandue sur le désert suffisait à créer l'impression fausse de profondeur. D'ailleurs, la nuit surplombée ici de cumulus était extrêmement opaque. Voilà, cette archive et la voix de Saint-Exupéry. Vous racontez, hein, l'enfance d'un conte aussi dans cette exposition. D'où suis-je ? Je suis de mon enfance. Je suis de mon enfance comme d'un pays, écrit Antoine de Saint-Exupéry dans les pages bouleversantes de son roman de la défaite française de 1940, Pilote de guerre. Il a continué à vivre, hein, on l'imagine, à travers son double, ce Petit Prince. Et je le disais, c'est une histoire de rencontre. L'auteur, comme son jeune héros, va à la rencontre des autres. Explorateur animé par son humanisme passionné avec une curiosité de géographe, personnage pivot du conte, Anne Monnier-Van Riebe. En quoi ce conte résonne-t-il avec l'idéal humaniste, hein, qui habite le reste de son œuvre ? Quelle philosophie, quelle conception de la vie il défendait à travers ce livre ? C'est exactement ce que vous avez dit. La grande entreprise de la vie de Saint-Exupéry, c'est aller à la rencontre de l'autre. Il va à la rencontre de l'humanité de l'autre côté de l'Atlantique lorsqu'il va s'établir en Argentine. Il va à la rencontre des tribus dissidentes quand il gère l'escale de Cap Juby de l'aéropostale. Et en fait, finalement, tout ce qu'il raconte dans Terre des Hommes, dans Vol de nuit, c'est la rencontre des autres. Et c'est les moyens qui vont permettre d'aller à la rencontre des autres. C'est ça aussi l'aviation pour Saint-Exupéry. C'est un moyen technique, mais dont le but n'est pas forcément la prouesse technologique, mais vraiment de permettre d'aller tous à la rencontre de chacun. Et dans Le Petit Prince, je trouve que ce qui est aussi important pour comprendre pourquoi le livre a eu autant de succès, c'est que tout ce message de Saint-Exupéry, écrit dans toutes les autres œuvres de l'auteur, se retrouve là résumé en images, avec un langage beaucoup plus accessible. C'est vraiment le condensé de l'œuvre de Saint-Exupéry, et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle aujourd'hui on connaît si bien Le Petit Prince et si peu Saint-Exupéry en tant qu'homme, ainsi que ses autres œuvres. Un mot de l'importance, Charles Tantic, de la rencontre, de l'amitié, de l'amour, hein, qui sont au cœur de ce livre. Qu'est-ce que veut véritablement dire apprivoiser dans le texte de Saint-Exupéry ? Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres, mais j'en ai fait mon ami et il est maintenant unique. On pense aussi à la rose qu'on a souvent identifiée, rattachée à Consuelo de Saint-Exupéry, la rose du Petit Prince, la femme qu'il aimait tant et dont Gallimard vient de publier sa correspondance, hein, celle de l'écrivain avec Consuelo. Il y a tout ça, Olivia, et c'est évident, il y a cet humanisme, mais pour moi aussi, Le Petit Prince est un pamphlet. C'est un pamphlet contre la notion d'importance. On le voit assez souvent. Par exemple, une des personnes que le Petit Prince rencontre, c'est un homme d'affaires qui s'occupe d'étoiles. Et le Petit Prince lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais des étoiles ?» Et l'homme d'affaires lui répond
je les gère. Je crois que d'ailleurs, ça doit être une des premières occurrences dans la fiction française du verbe gérer, ce verbe atroce qui nous écrase tous depuis si longtemps. Eh bien, il y a cette part-là aussi dans Le Petit Prince. C'est un pamphlet pas sérieux contre les gens qui se croient sérieux. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands, mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Mathieu Sapin, c'est aussi un conte, presque une fiction politique, ce Petit Prince. Oui, on peut y projeter tout ce qu'on veut, la politique. On peut parler de l'écologie aussi, parce qu'il y a cette... Enfin, moi, c'est à ça que je pensais en me replongeant là-dedans. C'est cette planète qui est trop petite et puis le côté désertique et tout. Il y a quelque chose presque un peu angoissant. Et c'est, je pense, ça qui fait que c'est un conte qui reste moderne. Et qui parle toujours. Je pense qu'il est toujours très, très plébiscité aussi par les enfants aujourd'hui. Et il y a ce truc qui est, comme ça a été lu et par des adultes qui autrefois étaient enfants, ils le promènent avec lui. C'est-à-dire que ça devient ce qu'on appelle un classique, quoi. Voilà, il y a 1000 histoires à raconter à partir des livres exposés et qui sont à voir à partir de jeudi au musée des arts décoratifs pour cette exposition à la rencontre du Petit Prince que vous avez co-imaginé, Anne Monnier-Van Riebe. Je rappelle que le catalogue de l'exposition est publié par le musée avec Gallimard, éditeur historique de Saint-Exupéry, Anne Monnier-Van Riebe avec Alban Cerisier. Voilà pour cette exposition. Je précise qu'après le film d'animation du réalisateur américain de Bob l'éponge, Mark Osborne, aux 18,4 millions d'entrées dans le monde, bientôt une série de votre camarade Johan Sfar, Mathieu Sapin, qui l'a déjà librement adapté en bande dessinée. Ce sera, je crois, en prise de vue réelle pour cette série. Je crois. Là, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois. Bon, on vous retrouve, vous, Mathieu Sapin, au cinéma, puisque vous êtes dans l'écran du film La disparition de Jean-Pierre Pozzi, sorti en salle mercredi dernier. Merci beaucoup à vous, Charles Dantzig, d'être venu nous parler de cette aventure éditoriale qu'on peut réécouter dans votre voix, dans votre personnage en personne, diffusé sur France Culture et à réécouter sur franceculture.fr. Merci. Merci. France Culture. L'esprit d'ouverture.